Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations de ce journal. Ouverture à Cotonou ce lundi d'un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la santé sur les urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Plusieurs pays sont présents sur rendez-vous de Cotonou qui dure 5 jours. Les détails dans un instant. Également au menu de ce journal, le projet de décret définissant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général adopté en Conseil des ministres du 31 janvier 2024. Le président décret fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés. Nous allons recevoir à cet effet un invité en plateau. Pour en parler, il s'agit de Montesquieu Rompué. Il est le responsable programme justice pénale à l'ONG Changement Social à Bénin, une organisation de la société civile béninoise. Nous parlerons également des experts comptables béninois qui renforcent leurs compétences sur les mesures fiscales contenues dans la loi des finances pour la gestion 2024. C'est la session de formation inaugurale au titre de cette année au sein de leur ordre professionnel. La formation est conduite par la Direction générale des impôts qui revient sur les nouvelles mesures et celles reconduites par rapport à l'année dernière. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF organise depuis ce lundi 5 février 2024 un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la santé sur les urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plusieurs pays sont présents à ce rendez-vous de Cotonou qui dure 5 jours, l'essentiel de la cérémonie de lancement des travaux avec Esther Tofa. 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ainsi que Haïti participent depuis la matinée de ce lundi 5 février 2024 à cet atelier qui se veut un creuset de partage d'expériences et de renforcement de capacités sur les urgences sanitaires dans la région. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui a officiellement ouvert les travaux. Les réponses récentes aux urgences sanitaires et l'évolution du contexte dans la région ont suffisamment montré la nécessité de développer davantage la capacité du personnel à tous les niveaux pour prévenir les urgences sanitaires, mais surtout y répondre lorsqu'elles surviennent afin de mieux soutenir les populations en général, les enfants, les femmes et les autres groupes vulnérables en particulier. Je voudrais donc adresser toutes mes félicitations au bureau régional de l'UNICEF qui a pensé organiser cet atelier au profit des staffs des 24 pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et également d'Haïti, au fin de renforcer leurs capacités et de leur permettre d'être plus opérationnels pour mieux accompagner les équipes de leurs pays respectifs dans l'organisation des ripostes aux urgences sanitaires. Plusieurs communications et travaux de groupe vont meubler ces assises qui vont pondre des recommandations pour la prise en charge des urgences sanitaires, surtout en ce qui concerne les plus jeunes et les femmes. Cette session est un cadre de discussion et de partage d'expériences sur les priorités de travail dans les urgences sanitaires et ainsi convenir des moyens de les appliquer dans différents contextes. Cela permettra d'améliorer le soutien de l'UNICEF au gouvernement et aux partenaires ainsi que l'efficacité de notre réponse aux bénéfices des populations les plus vulnérables. Consciente de l'enjeu que représente la réponse aux urgences sanitaires dans nos pays et surtout de l'impact positif de cette formation sur les interventions de l'UNICEF aux côtés des différents partenaires, j'exhorte chacun et chacune de tirer le maximum de cet atelier à travers une participation active et des échanges fructueux. Je remercie le gouvernement du Bénin pour nous avoir offert ce cadre et nous avoir permis de pouvoir organiser cet atelier ici. Un des points majeurs, c'est la collaboration avec les gouvernements. Et donc l'UNICEF est une organisation qui est à côté du gouvernement pour le bien des populations et pour l'intérêt supérieur de l'enfant. L'idée, c'est de pouvoir renforcer cet espace de collaboration pour pouvoir mettre sur la table les différents défis auxquels les organisations et les programmes de santé sont confrontés afin de trouver les meilleures solutions. Ouvert dans la matinée de ce lundi 5 février 2024, l'atelier est prévu pour durer 5 jours. Les travaux prennent donc fin vendredi prochain. D'une formation à une autre, parlons de la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation, du terrorisme et de la prolifération des armes légères au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. C'est une formation co-organisée par le gouvernement du Bénin et le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix. C'est une formation de 5 jours qui prend fin vendredi prochain. Les détails.
Le Bénin est un pays de paix et de stabilité en Afrique. Toutefois, la dégradation du contexte sécuritaire au Sahel, associée à l'expansion de l'extrémisme violent vers les pays côtiers dont le Bénin, et la porosité des frontières entre les pays de la sous-région, expose le Bénin au risque de contagion de la radicalisation et de l'extrémisme violent. D'où cette formation sur la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation, du terrorisme et de la prolifération des armes légères au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. L'objectif de la présente formation est d'améliorer les connaissances et les échanges d'informations entre le personnel de sécurité et les acteurs de la société civile en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la prolifération, le détournement et le trafic d'armes légères dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette formation à l'intention des principaux acteurs se justifie par la nécessité d'une compréhension commune des enjeux auxquels les différents pays font face pour prévenir et lutter efficacement contre les phénomènes criminels qui perturbent la quiétude de la sous-région. La formation est co-organisée par le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, KIPTC, et le gouvernement du Bénin. Pour le Japon, la paix est une condition nécessaire pour le développement durable. La prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation et de la prolifération des armes légères devient un impératif pour chaque pays dans cette région. Selon un rapport général sur le terrorisme, près de 22 114 personnes ont été tuées lors des attaques terroristes de 2007 à 2022. C'est alarmant. Au cours de la présente formation, l'occasion vous sera donnée de vous approprier des modules spécifiques dont la pertinence vous permettra d'être davantage aguerris pour mieux comprendre et prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation sous toutes ses formes et lutter plus efficacement contre le terrorisme ainsi que la prolifération d'armes légères et de petits calibres dans notre espace sous-régional. Des visites guidées également prévues à l'agenda de votre formation vous permettront de vous outiller davantage. Le représentant du ministre de la Sécurité publique convie les participants à la rigueur et à l'assiduité afin que les enseignements qui leur seront dispensés leur soient profitables et servent au Bénin à faire face à ce redoutable phénomène. Il compte sur chacun pour l'atteinte des objectifs de la présente formation qui prend fin vendredi prochain. Page invitée de ce journal, nous recevons en plateau Montesquieu Ronqui. Il est le responsable programme justice pénale à l'ONG Changement Social Bénin, une organisation de la société civile béninoise. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Vous le savez déjà, il a été adopté en Conseil des ministres du 30 janvier dernier, le projet de décret définissant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. Le présent décret fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés. Votre organisation a souvent milité pour de meilleures conditions carcérales. Comment accueillez-vous cette annonce de décret sur le travail d'intérêt général ? Déjà, merci pour l'invitation à participer à ce journal. Nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui, le décret sur les modalités d'application du travail d'intérêt général a été pris en Conseil des ministres le 31 janvier dernier. Ouais. Depuis le 28 décembre 2018, que le code pénal est entré en vigueur, il était attendu qu'un tel décret soit pris. Vous savez, le travail d'intérêt général, c'est l'une des peines alternatives à l'emprisonnement. C'est organisé déjà à travers l'article 44 du Code pénal. Et suivant, vous verrez également le jour amende qui est prévu là. Et vous allez un peu plus loin, l'article 93 qui parlera de la semi-liberté, ensuite le francement des peines, puis après le sursis. Donc voilà un peu, disons, quelques peines alternatives à l'emprisonnement qui sont prévues dans le code pénal. Et spécifiquement sur la question du travail d'intérêt général, vous allez vers l'article 58 de ce code-là qui prévoit qu'il y ait quand même des dispositions réglementaires, notamment un décret, qui soit pris afin d'opérationnaliser
disons, cette peine alternative à l'emprisonnement. Depuis que le code pénal est entré en vigueur, nous avons été en constante mission de plaidoyer pour que, disons, les dispositions nécessaires soient prises afin que le travail d'intérêt général, notamment, puisse connaître, disons, une effectivité. C'est justement là toute mon inquiétude. Quelles ont été les actions déjà menées par les organisations de la société civile, notamment votre organisation, votre ONG, avant que cette décision ne survienne mercredi dernier? Tel que j'ai commencé par le dire, nous n'avons pas été inactifs. Dès que le code pénal est entré en vigueur, dès 2019, déjà, nous avons été actifs sur le terrain, notamment en commanditant, disons, une étude sur le régime de sanctions appliqué aux infractions mineures en République du Bénin et l'Office du juge des libertés de la détention. Qu'il vous souvienne que le juge des libertés de la détention a été instauré à travers le code de procédure pénale afin que le principe de la liberté soit respecté, que la détention ne soit que l'exception. Et donc nous avons un peu questionné, disons, ce qui se passe sur le terrain relativement à cela, afin que le principe de la liberté puisse être respecté. Et donc, le rapport que nous avions sorti en son temps est toujours disponible, c'est là. Et ce rapport enseigne de ce qu'il a ressenti, disons, une très faible sensibilité à la question des peines alternatives à l'emprisonnement. Et quand nous avons interagi avec certains acteurs de la chaîne pénale, il est revenu de façon constante qu'il y a des dispositions pratiques et réglementaires qui doivent être prises, mais qui n'ont pas été prises pour leur faciliter la tâche. D'où la nécessité d'aller, par exemple, à un décret qui organise les modalités d'application ou d'exécution du travail d'intérêt général, entre autres. Ouais. Donc, après 2019, 2021, nous avons également été sur le terrain. 2023, nous avons été sur le terrain. Et ce qui est revenu de façon constante, c'est la question de la surpopulation carcérale. Et qui dit surpopulation carcérale dit invite, disons, à des peines alternatives à l'emprisonnement afin que le milieu carcéral soit désengorgé. Oui. On sent que l'une de vos grandes préoccupations est pareillement prise en compte. Quelles sont aujourd'hui vos prochaines actions d'accompagnement pour l'opérationnalisation de ce décret? Parce que le décret est pris, mais il faut quand même qu'il soit bien opérationnel sur le terrain. Bien que le décret ait été annoncé en Conseil des ministres, il faut dire qu'à cet instant, nous n'avons pas encore la substance de ce décret-là, hormis les quelques éléments servis, disons, dans la presse. Mais nous attendons avec engouement le contenu de ce décret-là, parce que une fois que nous avons ce décret à disposition, nous allons prendre connaissance de son fond et les différents acteurs qui sont impliqués dans son opérationnalisation, nous allons prendre langue avec ces acteurs-là afin de dégager comment nous pouvons, de notre position, bien entendu, accompagner de façon responsable la mise en œuvre de ce décret-là. Et puis, il faudrait que nous travaillions à ce que le milieu carcéral soit désengorgé, soit beaucoup plus sensible aux droits humains. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné un combat de toute la guerre? Nous pouvons dire que nous avons connu une avancée. Vous savez, le plaidoyer, quand on le fait, on n'a pas les résultats tout de suite. Il faut attendre, il faut être patient dans le plaidoyer. Et donc, nous sommes heureux aujourd'hui qu'il y ait quand même une avancée. Et nous n'allons pas quand même dormir sur nos oreilles. Nous allons toujours continuer par insister dans le plaidoyer afin que ce qui doit être puisse être. Ouais. Merci à vous, Montesquieu. Oui, je rappelle que vous êtes le responsable programme justice pénale à l'ONG Changement Social, une organisation de la société civile béninoise. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Oui. Parlons à présent des experts comptables béninois qui renforcent leurs compétences sur les mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour la gestion 2024. C'est la session de formation inaugurale au titre de cette année au sein de leur ordre professionnel. La formation est conduite par la Direction générale des impôts qui revient sur les nouvelles mesures et celles reconduites par rapport à l'année dernière. Les détails dans ce reportage. L'une des principales missions de l'expert comptable est de se prononcer sur la cohérence et la vraisemblance des comptes dans le but d'en délivrer une attestation de présentation. Un impératif qui requiert donc la permanente actualisation de ses connaissances, d'où la tenue de cette formation sur les mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour la gestion 2024. Je suis convaincu qu'au sortir de la présente session, vous comprendrez, chers participants, que les nouvelles mesures introduites permettent de garantir davantage les droits des contribuables que vous accompagnez de par votre mission. La présente donc formation a un double impératif pour nous professionnels. Le premier, c'est de respecter l'obligation de formation continue qui nous incombe, car
vous ne pouvez ignorer qu'il y a une obligation de 40 heures de formation annuelle, ce qui nous distingue d'ailleurs naturellement des autres professions qui ne sont pas réglementées et légales. Également celui de renforcement des capacités, c'est important. Nous avons un devoir d'accompagnement et d'assistance qui nous oblige à renforcer quotidiennement nos capacités. Il n'y a pas création de nouvel impôt dans la loi de finances de cette année, mais de nouvelles mesures y sont introduites, d'autres réitérées ou même retirées relativement à 2023. Les deux communications déroulées à l'occasion permettent aux experts comptables de se mettre au pas pour aider au mieux l'administration fiscale à asseoir le juste impôt. Il est aisé de constater le caractère dynamique d'un exercice à un autre, des dispositions qui régissent l'assiette, le recouvrement, le contrôle et le contentieux d'impôts. Il est donc, pour ne pas rester en déphasage avec l'évolution des dispositions modifiées, des dispositions complétées ou des dispositions nouvellement instituées, il est donc une impérieuse nécessité pour les acteurs, pour les parties prenantes d'actualiser leurs connaissances. Il sera également question de l'actualité fiscale au titre de l'exercice 2023. En la matière, il s'agira de passer en revue les mesures visant à clarifier certaines dispositions du Code général des impôts, les mesures dont l'objectif est de cadrer le comportement des agents de l'administration des impôts quant au traitement des dossiers des contribuables. Eudes Alain Azamasso, le directeur de la législation et du contentieux à la Direction générale des impôts, est le second communicateur ayant entretenu les participants. Dîner de presse entre les professionnels des médias et le président de l'Assemblée nationale. L'objectif de cette rencontre avec les responsables d'organes de presse est de consolider les liens de partenariat avec l'institution parlementaire pour que les populations soient toujours mieux servies en matière d'informations liées au Parlement. Les détails. Au cœur de ce dîner de presse, initié par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le renforcement de la relation entre l'institution parlementaire et les organes de presse partenaires. Au-delà des civilités, cette rencontre, la 4e du genre, a été l'occasion pour Vitaly Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, de mettre en lumière les différentes activités qui ont meublé la 2e session ordinaire des députés au titre de l'année 2023. En matière de production législative, il faut dire que durant la période de référence, l'Assemblée nationale a étudié et approuvé 11 dossiers, à savoir les lois de finances, les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Au nombre des lois de finances, nous en avons eu 2. La première, c'est la loi numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024. Ensuite, la loi 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. En matière de contrôle de l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale a examiné 19 questions orales avec débat. À bien y voir, la 9e législature a amélioré considérablement ses performances en matière de contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. 19 questions examinées au cours de cette session contre 5 au cours de la session précédente. S'agissant du partenariat entre organes de presse et l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, par la voix de son porte-parole, a salué le professionnalisme avec lequel le partenariat a été exécuté au cours de l'année 2023. En abordant le partenariat qui lie vos organes de presse à l'Assemblée nationale, je tiens tout d'abord à vous exprimer la gratitude du président de l'Assemblée nationale pour le rôle crucial que vous jouez, non seulement dans le processus démocratique de notre pays, mais également dans l'atteinte des objectifs de l'Assemblée nationale qui se veut
un Parlement véritablement ouvert. Globalement, le partenariat entre le Parlement et les organes de presse sélectionnés s'est déroulé de manière satisfaisante au cours de l'année 2023. Répondant donc aux attentes du président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble de ses collègues députés. À travers cette rencontre, le partenariat entre organes de presse et le Parlement a été une fois de plus renforcé au profit des populations qui attendent d'être informées en temps et en heure des activités de l'Assemblée nationale. Allons à présent à Dango, où le conseil communal a tenu du 30 au 1er février 2024 sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Cette session a permis aux participants de prendre plusieurs décisions pour faire rayonner la commune de Dango. Voici le compte rendu. Le conseil communal de Dango s'est réuni en sa première session ordinaire du 30 janvier au 1er février 2024. À l'issue des 3 jours de travaux, plusieurs décisions ont été prises en vue du développement de la commune. Ces décisions que nous venons de prendre sont des décisions très importantes qui vont également impacter le développement de notre commune. Cette assise entre les conseils communaux, étant la première en cette nouvelle année, a été dirigée par le premier adjoint au maire de la commune qui assure l'intérim du maire en voyage pour des questions liées au rayonnement de la commune. Après lecture du compte rendu de la 4e session ordinaire pour l'année 2023, le point de la mise en œuvre des tâches retenues au cours des précédentes sessions, place a été faite à l'examen et à la validation du rapport d'activité du conseil de supervision pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. Nous sommes dans une commune agricole, à 90% agricole. Donc il nous faut un plan pour vraiment installer nos jeunes déscolarisés. Et aussi on a profité avant d'aller au plan de développement agricole. Il faut d'abord le schéma directeur d'aménagement communal. Après ces 3 premiers points inscrits à l'ordre du jour, s'en est suivi l'autorisation d'actualisation du schéma directeur d'aménagement de la commune et celle de l'élaboration du plan communal de développement agricole. Le conseil nous a également autorisé à élaborer le plan communal de développement agricole, donc la première génération pour la commune de Dango. Et pour cela, dans un lot de 8 communes, la commune de Dango reçoit un appui du gouvernement pour l'élaboration de ce document. La plaine de Befadaro, qui est une zone d'importance économique pour la commune, mais qui est objet d'affrontement entre les populations, donc objet de conflit. Pendant cette session-là, le conseil a reçu l'équipe de l'IGN, de l'Institut géographique national, qui est actuellement sur le terrain en train de procéder à la correction de relevés topographiques de ces sites-là pour mettre en œuvre les différentes solutions qui sont proposées par le conseil de supervision et retenues par le comité interministériel mis en place par le chef de l'État. Le nouveau plan, à son étape projet, a été partagé avec les conseillers communaux et les observations ont été recueillies pour que la question de ces conflits-là soit conjuguée au passé. En outre, le conseil communal a adopté le nouveau plan de contingence communale pour l'année 2024. Déroulé sur 3 jours, cette première session ordinaire du conseil communal de Dango a aussi servi de cadre pour partager les informations sur la reprise des activités de lotissement et de remembrement autorisées pour être achevées dans certains villages de la commune de Dango. Démarré depuis le 15 novembre 2023, le jeu Tombola, l'eau et Néo, initié par la société Micamten Technologies, a connu son épilogue le 31 janvier dernier. Était éligible à ce jeu tout client âgé d'au moins 18 ans et ayant effectué un minimum d'achat de 200 000 francs CFA dans l'une des agences de la société au cours de la période susmentionnée. Le tirage au sort des gagnants a été effectué le vendredi 2 février 2024 au showroom Néo Erivan de Fidrosset. Au total, 8 numéros ont été sélectionnés. Les détails. Le ticket portant le numéro 000603. Ticket portant le numéro 000468. Le ticket portant le numéro 0000595. Ticket portant le numéro 0000526. Ticket portant le numéro
990. Voilà les numéros gagnants de ce dernier tirage du jeu Tombola à l'œil néo de la société Mikem Technologies. Organisé dans les agences de Ganchi, Erevan, Stemez et Kongezo, le jeu permet aux gagnants de remporter des lots composés de postes téléviseurs et de motos. Une recette magique de Mikem Technologies depuis des décennies pour fidéliser sa clientèle. C'est une très belle aventure qui s'achève avec l'autorité de régulation du comité du suivi des jeux de hasard en République du Bénin. 16 heureux gagnants que nous venons de tirer au sort aujourd'hui seront contactés par nos services compétents. Je voudrais réaffirmer notre engagement envers notre aimable clientèle et envers l'excellence et la satisfaction totale de nos clients. Le tirage au sort de ces numéros gagnants a été effectué en toute transparence et sous le contrôle du comité de suivi des jeux de hasard en République du Bénin. Les urnes ont été décelées devant nous. Les tickets ont été sélectionnés de manière aléatoire. On a été autorisé, Mikem a été autorisé par le ministre des Finances à organiser ce jeu Tombola. Nous l'avons supervisé. Les heureux gagnants sont donc invités à se rapprocher des agences de Allo et Néo. La remise officielle des lots est prévue pour le 9 février prochain. L'ONG Bivebest a tenu ce samedi une conférence de presse, ceci en prélude à la 3e édition du marathon Bivebest prévu pour se dérouler du 14 au 18 février 2024 à Cotonou. Face aux professionnels des médias, le comité d'organisation, accompagné de quelques-uns de ses partenaires, a présenté l'événement et a annoncé ses attentes vis-à-vis du marathon. Suivant. Femmes, santé, environnement. C'est le thème autour duquel va s'articuler la 3e édition du marathon Bivebest du 14 au 18 février 2024 dans la ville de Cotonou. Cette édition du marathon repose sur plusieurs focus, notamment la femme, la santé, le bien-être, le handicap, l'environnement, le tourisme, la culture et le sport. Nombreux sont les objectifs de cet événement. L'année passée, nous avons atteint 1400 et quelques participants. Cette année, nous voulons aller à 2000 amoureux de la course et ou de la marche. Motiver et faciliter la participation de moins de 500 femmes et jeunes filles. Sensibiliser pour un meilleur cadre de vie, un meilleur respect de l'environnement et aux enjeux actuels. Organiser une course handisport qui est devenue aujourd'hui indispensable pour nos marathons. On veut au moins 50 qui participent cette année. Rassembler au moins 10 000 personnes. On a un village du marathon qui s'installe cette année au niveau de l'esplanade de la place de l'Amazone. Le programme de cette 3e édition du marathon Bivebest s'annonce bien alléchant. Quelques touches particulières ont été apportées à l'événement. À 6h45, le marathon même, les 42 km vont partir de la place de l'Amazone. 15 minutes après, à 7h00, le semi-marathon va partir, 21 km 100. À 7h15, la course de 10 km va partir. À 7h30, la course de 5 km va être lancée. À 7h45, la course de 5 km dédiée aux personnes handicapées en tricycle va être lancée. À 7h50, la marche de 10 km. Et à 8h00, la marche des Amazones, la marche de 5 km. Une innovation de cette année, c'est que le premier prix du marathon qui était à 1 million de francs CFA passe à 2 millions de francs CFA. La cagnotte du premier prix du vainqueur du marathon, doublée comparativement à celle des précédentes éditions. C'est le lieu ici pour la Fédération béninoise d'athlétisme, partenaire technique de l'ONG Bivebest, de donner des consignes à ses ambassadeurs. Aux techniciens de la fédération, il faudrait que nous comptons sur vous pour que ceux-là qui vont gagner ces prix gagnent en parcourant réglementairement la distance inscrite. De son côté, le chargé de mission du maire de Cotonou appelle les Cotonois à s'inscrire massivement pour une belle fête sportive qui s'invite chaque année dans la ville de Cotonou. L'ONG Bivebest a également profité de l'occasion pour lancer un appel à partenariat en vue d'une réussite de l'événement.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.